Bonjour, ce 22 octobre, dans les griots de l'info, nous avons reçu un homme de lettres, directeur des éditions Miesi, président des écrivains du Congo ASBL, Monsieur Tata Longhi Beatitude, pour une émission spéciale littérature. Voici quelques extraits de la rencontre. Je voulais me jeter à l'eau. Je commence par dire que je m'appelle Gilles Mouton, je suis poète flamand et comédien, auteur également. Et l'autre fois j'étais à Kinshasa, comme j'ai dit, j'ai assisté à jeudi littéraire, je pense. Jeudi critique. Jeudi critique, oui, avec Pat Le Gourou et Kilousso. Alors ma question était celle de savoir... C'est violent, hein, d'habitude. Pardon? C'était violent. Ouais, le texte, bon, hein. Non, je veux dire, les critiques étaient violentes. Oui, il y a eu des jeunes qui ont critiqué la nouvelle, et c'était d'ailleurs ce qui était important. Également, on a suivi. Ma question est celle de savoir, Miesi, votre maison d'édition, ça veut dire quoi et pourquoi ça doit exister et quelles sont les ambitions pour l'avenir? Ouais, bon, un peu comme je disais tout à l'heure, en réalité, la démarche, c'est... à la base, moi, si je pouvais, je ne ferais qu'écrire. Mais disons qu'il y a dans le circuit du livre, comme on dit, par lequel il doit passer, il y a ceux qui écrivent, il y a au bout ceux qui lisent. Alors, pour arriver à ceux qui écrivent et ceux qui lisent, il y a ce qu'on appelle la chaîne du livre. Alors, malheureusement, la littérature, c'est quelque chose de... ça touche à l'idéal, c'est beau, c'est bien, mais malheureusement, c'est soumis, comme toutes les choses sur la Terre, à des impératifs qui sont des impératifs d'ordre économique. Donc, ce qui fait que ce qu'on appelle la chaîne du livre, c'est, enfin, je veux dire bêtement, quelque chose d'économique. C'est comme vendre des tomates. Donc, il faut de la production, il faut de la distribution et puis il faut de la consommation. Alors, donc, pour partir de la production, ça veut dire qu'il faut les usines que nous sommes, nous écrivains, de création de littérature, nous avons besoin de la matière et nous avons besoin de formation, nous avons besoin de détection. Donc ça, c'est l'importance des prix littéraires, des ateliers de formation et tout ça. Et puis, ça produit des écrivains, ça produit des vocations. Mais une fois qu'on a ces écrivains, il faut qu'ils trouvent des éditeurs, des gens qui acceptent de prendre la charge économique, le risque commercial de pouvoir publier leurs livres. Et donc, quand ils trouvent des éditeurs, ces éditeurs-là, pour que ça soit rentable, pour que ça soit économique, ils doivent vendre. Mais pour atteindre le client final qui est le lecteur, en principe, ce n'est pas le travail de l'éditeur, c'est le travail du libraire. Mais déjà ailleurs, normalement, même entre l'éditeur et le libraire, ce n'est pas un rapport direct, il y a les distributeurs, ceux qui font que les livres arrivent chez les libraires. Et chez nous, tout ce circuit n'existe pas. D'ailleurs, d'une certaine manière, même le lecteur n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne lisent pas. Ça veut dire simplement que on n'a pas un ensemble cohérent qu'on peut appeler lectorat. On a des lecteurs éparpillés, voilà quoi. Donc on n'a pas un lectorat, des gens qui vont dire ce livre c'est bon, nous on l'aime, et donc on lui donne du succès. Ce livre il n'est pas bon, nous on l'aime pas, on lui donne pas de succès. Et donc toute la chaîne en fait n'existe pas. Et donc du coup moi comme j'écris, j'ai tenté par tous les moyens, j'ai créé un spectacle de poésie orale. En réalité, je me disais, bon, voilà, ça m'arrive. Mon premier livre, je pense, la première année, j'en ai vendu à peu près 200 exemplaires. Okay. Alors on me dit, ouais, mais c'est énorme pour le marché littéraire quinois, congolais. Vous vous moquez de moi. Oui, mais c'est énorme. Alors du coup, de temps en temps, je lisais mes textes je faisais une vidéo, je lis un texte, je la poste sur Facebook. J'ai 2000 vues en quelques jours. Je me suis dit, tiens, peut-être que la solution se trouve là. Et donc j'ai fait un spectacle de poésie orale
La première fois, j'ai eu 150 personnes à peu près. La deuxième fois, 400 personnes. Wow. Alors, je me suis dit, ok, ben, donc les gens aiment la littérature. Ça peut être une alternative pour partager de la littérature parce que les circuits du livre n'existent pas. Mais je pense encore que globalement, l'imaginaire, l'objet livre est encore important. Et donc on ne peut pas vraiment s'en passer. Et donc, plusieurs essais pour me faire publier, avec plus ou moins satisfaisant. J'ai essayé un éditeur, on va dire, local, avec beaucoup de limites. L'accompagnement que je pouvais attendre d'un éditeur n'était pas vraiment au rendez-vous. Le livre est sorti avec des erreurs flagrantes et tout ça. C'était quand même assez décevant. J'ai essayé de l'auto-édition avec les limites d'auto-édition, surtout quand c'est imprimé à l'étranger. Voilà, donc généralement je fais venir 100 exemplaires, ils sont très vite finis. Mais entre le moment où je dois encore faire venir des 100 exemplaires, ça prend du temps. Les gens... Donc chaque fois tu es obligé de refaire c'est très compliqué parce qu'en plus de l'auto-édition, ça veut dire que tu es en réalité ton propre éditeur, donc c'est toi qui payes. Alors j'ai eu un troisième éditeur qui sont les éditions Zoé. C'était très bien. Toujours local, je pense. Alors le caractère local, oui c'est local, c'est-à-dire que le parti pris est d'imprimer à Kinshasa. Oui. Mais il y a une partie du travail d'éditeur qui se fait quand même à l'étranger parce que déjà l'association qui le fait est une association de droit français, composée par des Français, mais ils veulent faire de la littérature congolaise, ils éditent des Congolais, ils les éditent à Kinshasa, on imprime à Kinshasa, et puis ils vendent à Kinshasa à des prix très, on va dire, très démocratiques. Et donc c'était quand même assez intéressant. Alors cette fois-là, moi je vais dire pour moi en tant que écrivain, j'ai trouvé la solution. J'avais un modèle d'édition que je pouvais utiliser et tout ça. Alors du coup, je me suis dit, des modèles comme ça, il faut les multiplier. Il faut les multiplier, notamment à l'avoir qui soit totalement basé sur place. Donc l'idée de l'édition est arrivée. En fait, je suis devenu éditeur parce que je n'ai peut-être pas toujours trouvé l'éditeur que j'aurais voulu avoir en face de moi. Et donc voilà, c'est ça l'idée de Miezi. Et donc on s'est associé avec plusieurs passionnés autour des idées très simples. Ça veut dire que le processus tel que je l'ai décrit, que j'appelle la chaîne du livre, c'est un processus qui exige que le livre soit... En fait, il faut se réapproprier ce processus. Aujourd'hui, nos plus grands écrivains sont édités à l'étranger. Voilà, donc... nous avons par exemple, même si ce n'est pas de la littérature fictionnelle, nous avons par exemple quelqu'un comme Moudimbe qui, quand il parle de la réinvention de l'Afrique, quand il écrit la réinvention de l'Afrique, je crois que c'est ça le titre, c'est un des livres majeurs que la plupart des intellectuels africains ou même noirs simplement, aux États-Unis, partout, ont lu. Voilà, mais c'est voilà, pour avoir ça ici, tu commandes, ça arrive dans 2-3 mois. Et donc ça, par exemple, c'est quelqu'un qui est devenu grand, mais un peu sans nous. C'est un peu le problème de tous nos écrivains majeurs, même ceux qui ont commencé ici. Mwanza est devenu très grand, mais un peu sans nous. Voilà, donc il faut récupérer le processus de création des grands écrivains, si on veut. Récupérer ce processus-là. Il faut une maison d'édition qui soit basée ici, qui ait de l'ambition. Ambition qui, comme un enfant têtu, hein, de temps en temps, on va commencer. La réalité va lui donner des chic notes parce que l'ambition, comme j'ai dit, c'est bêtement un truc économique, l'édition, la production de livres. Donc ça sera limité par les moyens, par les ceci. Mais je n'oublie jamais une phrase que j'ai lue quelque part ou entendue dans un film, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas de moyens, il faut avoir des idées. Ouais, je crois que je l'ai encore entendu dans une autre forme chez MPR. Je ne sais pas si vous connaissez MPR. Genre, ouais. Ils disent Ni les a mouqués, mais Babou les a ébélés. Donc,
Pour dire poche, ils ont vide, mais babou les ébélés. Donc, il faut donc, parce que le but, c'est d'avoir des livres qui soient produits ici, des auteurs congolais qui soient produits ici et qui soient vendus ici, achetés principalement par des Congolais. Alors, ce qui touche une autre problématique, c'est le prix du livre. Il faut que le livre soit moins cher. Alors, le livre moins cher, dans les conditions actuelles, c'est impossible d'avoir un livre moins cher. Voilà. Si tu imprimes sur place, c'est cher quand même. Si tu veux avoir de la qualité, c'est cher. Donc, en général, ceux qui impriment sur place, on est obligé de choisir entre le prix et la qualité. Donc, si vous voulez la qualité, c'est cher. Si vous voulez des prix très bas, c'est de la moindre qualité. On ne sort pas beaucoup de ça. Et donc, pour moi, ça n'a aucun sens de sortir un roman et de le vendre à $50. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que notre but, c'est d'avoir des romans. Le roman classique, la taille classique du roman, c'est-à-dire 200 à 300 pages. Et pour pouvoir les vendre à $10, entre 10 et $15. Ça, c'est plus ou moins acceptable. On sait que ce livre peut circuler. Alors, comment atteindre cet objectif? Malheureusement, pour le moment, ça implique d'imprimer à l'étranger. J'ai tout essayé, pour avoir des livres de qualité dans certains volumes à moindre prix, il faut imprimer à l'étranger. Alors, deuxièmement, c'est qu'il faut avoir des bénévoles dans le processus de production, notamment, nous, comme nous sommes une maison d'édition, nous sommes une ASBL. Ceux qui travaillent, ceux qui sont là, ce sont des passionnés qui se tapent 10 livres par semaine parce qu'il faut trier, choisir et tout, et qui ne sont pas payés pour ça. Ça baisse les prix. Donc c'est comme ça que nous sommes en mesure de produire des livres. Le premier roman que nous allons produire sera à moins de $15. Il aura à peu près 300 pages. Donc c'est un peu moins que lorsqu'il sort. En fait, on produit des romans, on va dire normaux, mais à des prix de livres de poche à l'étranger. Donc ce sera ça l'objectif et c'est ça qu'on va essayer d'atteindre. Alors, on veut participer aussi. Alors, le processus, tant qu'on le crée, le grand problème, c'est la distribution. Voilà. Et à Kinshasa, on va dire, résolu le problème à peu près parce qu'on est en contact avec les quelques librairies qu'il y a. Je pense pas qu'il y en a plus de 10 qui sont vraiment des librairies. Mais on a surtout un de nos membres qui s'appelle Christian Gombo qui a créé une entreprise qui vend des livres et qui fait notamment de la livraison à domicile des livres. On a dit pour Kinshasa, on n'a pas beaucoup de soucis, nous savons comment vendre les livres. Nous avons expérimenté avant même de lancer la maison d'édition avec d'autres livres, notamment les miens et tout ça. On sait comment les livres circulent. Donc on sait vendre des livres à Kinshasa, mais le grand souci, c'est que tant que Lubumbashi ne lira pas Kinshasa, Kinshasa ne lit pas Lubumbashi, Kisangani ne lit pas Goma, on ne pourra pas créer ce lectorat congolais qui va commencer à légitimer ou pas les écrivains. On ne pourra pas créer, ce n'est pas possible. Donc ça c'est un souci qui n'est pas encore totalement résolu. Pour le moment, on donne de nos personnes. La maison d'édition, le premier livre de la maison d'édition, c'est la revue Lelo. C'est pluridisciplinaire et tout ça. Alors donc ça c'est un peu le test. Là on va faire comme on fait, on va amener, on emmène quand quelqu'un vient à Lubumbashi, ouais tu peux emmener quelques livres. Et puis on va... Mais à long terme on ne peut pas continuer comme ça, donc on est en train de réfléchir à des processus de distribution qui sont beaucoup plus pour le Congo. Parce que vraiment, notre objectif, c'est de faire des livres qui soient lus pour le Congo. Des auteurs, des nouveaux auteurs, mais aussi des auteurs confirmés. Il y a beaucoup d'auteurs africains de renom qui ont compris
et qui sont en train d'expérimenter la coédition. Ça veut dire que chaque fois qu'ils signent un contrat d'édition avec les grandes maisons européennes ou américaines, parce qu'on en est encore là, aujourd'hui si tu as le renom, tu te fais éditer par le Seuil, Gallimard et tout le reste. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils réservent les droits pour l'édition locale. Parce que je suppose que ça doit être un déchirement pour un auteur congolais qui ne soit pas lu au Congo. Et la même chose pour les Ivoiriens et tout ça. Et donc la plupart, ils le font maintenant comme ça. C'est ce qu'a fait par exemple Blaise Ndala, qui est un auteur congolais établi au Canada, qui a déjà publié 2 romans et qui ont rencontré une critique, on va dire, très positive, et beaucoup de prix, notamment au Canada. Et pour son 3e roman, Le ventre du Congo, il a réservé ses droits pour l'édition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, je crois. Et par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, il a trouvé un éditeur ivoirien qui, quelques mois après la sortie du livre au Canada et en France, parce qu'il a un éditeur canadien pour le public canadien, il a un éditeur français pour l'Europe continentale, et il a un éditeur, on va dire, ivoirien pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc le livre est sorti en Côte d'Ivoire, et c'est intéressant parce que le livre vient d'être primé par un prix panafricain ivoirien, le prix Ivoire, donc il y a quelques jours. Voilà, donc c'est une des voies qu'il faut commencer à suivre. Ça veut dire que même nos auteurs, nous avons l'ambition de pouvoir convaincre, par exemple, quelqu'un comme Mwanza, voilà, qui édite en Europe, de voir éditer chez nous, Blaise Ndala, d'éditer chez nous, Bofane, demain, d'éditer chez nous. Mais on est bien conscient qu'il faut, ça, c'est pas, comme je dis, il y a une logique économique derrière. Il ne faut pas toujours être dans le truc, ouais, on est frères et tout ça, hein, donne-nous les droits d'édition, on est entre nous et tout. Non, ça veut dire qu'il faut faire les choses professionnellement. Ça veut dire que lui qui a déjà une légitimité, un nom, s'il vous donne son livre, il faut qu'il soit bien édité. Ça veut dire qu'il faut gagner ce combat-là par le professionnalisme, gagner la légitimité de pouvoir prendre ce livre d'un livre qui sera édité en même temps par Gallimard, de pouvoir l'éditer en même temps ici. Il faut de la légitimité, il faut parce qu'on est encore, voilà, c'est encore là-bas que ça se décide en termes de critères de qualité et tout ça. Il faut se battre pour atteindre ces critères de qualité pour que ça ne soit pas l'édition du pauvre ici. Hein? On ne va pas faire des trucs comme Joe F. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous êtes trop jeune pour ça. Et à un moment donné, il y avait des bandes dessinées en langue locale qui circulaient, à Kinshasa principalement, comme ça, qui étaient imprimées, voilà quoi, de manière... Non, c'est-à-dire qu'il faut faire des livres qui soient des livres. Comme ça, on peut relever le défi. Donc voilà, c'est plus ou moins ça notre ambition, en tout cas au niveau de l'édition. Pour autre chose, mais pour que ce circuit puisse exister, une fois que le livre est sorti, une fois que le livre commence à être lu, il faut autre chose, il faut des prix littéraires, il faut ceci. Ben ça, c'est pas le travail de Miezi, a priori, même si on peut collaborer à ce genre d'initiative. Il faut autre chose, des structures voilà, du mécénat aussi. Ouais, si on arrivait, les musiciens, moi je suis jaloux des musiciens. Bon, après l'impact qu'ils ont aussi. Ouais, si on pouvait avoir nos Jeff Judge, il était temps, ou je sais pas moi. Voilà, ce serait... Parce qu'il y a aussi ça. Mais après, il faut montrer qu'on a de l'utilité sociale. Parce que le gars qui vient, il ne vous donne pas son argent pour que vous continuez, excusez-moi le mot, à vous masturber entre vous. Parce que pour le moment, la scène littéraire, c'est un peu ça, quoi. On organise nos trucs, c'est entre passionnés,
un peu comme si on était une secte, et tout ça. Il faut pouvoir sortir et aller à la cité. C'est comme ça qu'on va convaincre le grand nombre. En tout cas. Voilà. Pas d'autres questions? Je vais poser une question. Concrètement, quand vous éditez, vous dites que le livre va être vendu à 15 $. Moins de 15. On prend un chiffre. Mettons même 10 $ parce que là, le calcul sera plus clair. L'auteur, il a combien? La maison d'édition a combien? Comme partout au monde, hein, l'auteur il a entre 8 et 12%. L'auteur? Ouais, du prix. C'est ça, c'est ça partout au monde. Alors le marché est faussé parce qu'il y en a beaucoup d'auto-éditions déguisées. On dit ouais, nous on donne 40%, 30% à l'auteur, mais en réalité, c'est l'auteur lui-même qui finance, donc c'est... Bon, excusez-moi, parfois le langage est un peu fleuri, c'est de l'entubage de première, quoi. Mais normalement, l'auteur, il a 8 à 12%. L'éditeur, il est le plus malheureux dans l'histoire, et ça, c'est dans le monde entier, quoi. Normalement, c'est comme ça qu'il faut que les gens investissent dans la distribution. Les plus heureux, normalement, c'est ceux qui sont dans la distribution et dans les libraires. Par exemple, nous, concrètement, hein, on est transparent pour la revue. Ceux qui jouent le rôle de libraire, ils ont... à Kinshasa, c'est vendu à 20 $. C'est l'illustration de notre prix bas, parce que c'est une revue qui est sur A4, comme ça, 300 pages, de bonne qualité matérielle, qui est vendu à 20 $. Si le livre, il faut faire circuler le livre dans le pays. Il faut que le livre, le jour où il sort, on dit sortie du livre le 12 septembre à Kinshasa, le 20 à Lubumbashi, le 22 à Kisangani. Il faut parvenir à créer ça. Et c'est possible, je dis, une fois qu'on a maîtrisé les ventes. Donc il faut faire... Et par exemple, l'association, elle vise quoi? Simplement, il y a déjà beaucoup d'associations qui font des choses très intéressantes. Mais l'association vient comme une plateforme, oui, quelque chose de presque syndical. Parce que le travail d'écriture, c'est une profession, c'est un travail. Moi, quand je me suis décidé comme je ne fais pas les choses à moitié, quand je me suis décidé de me lancer dans l'écriture, j'ai dit à mon épouse, écoute, moi je vais commencer à écrire. J'aimerais que tu considères que j'ai un deuxième métier dans ta tête. Sinon, tu ne vas pas l'accepter. Surtout que ce deuxième métier ne te rapportera pas beaucoup d'argent. Presque pas, enfin, si peu. Je voudrais réagir peut-être sur sa question quand il parle du pillage et tout ça. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, les éditions Miesi et tous les autres amis, parce que ce que vous décriez ici comme problème, je crois que j'en ai fait mention moi-même aussi, je crois en 2019, dans un de mes textes où je disais comment est-ce que la RDC peut apprendre des leçons du passé dans sa manière de gérer la culture. Et j'évoquais notamment cette question de la politique culturelle de Mobutu, avec le retour à l'authenticité, tout ce qui s'était passé à l'époque, recours plutôt à l'authenticité. Et j'avais lu un livre d'un critique d'art de l'époque, Memouine et quelque chose comme ça, c'est ça son nom. Et là-dedans, il parle par exemple d'une expérience, la conférence nationale souveraine, où vous avez un grand journaliste de l'époque, c'est Tombake, que je crois, qui qualifie l'ère Mobutu la politique culturelle, tout ce qui se faisait à l'époque, de marasme culturel, de kwashiorkor culturel. Pourquoi? Parce que
il ne comprenait pas. D'ailleurs, il disait même que nos foires, nos manifestations culturelles, c'était des moments d'hystérie collective. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne comprenait pas que pour exister, notre culture, nos arts, n'existent que dans des espaces tenus par des étrangers. C'est-à-dire, vous avez cité ici la Wallonie-Bruxelles qui organise les deux grands événements littéraires de Kinshasa, c'est l'Union européenne et tout ça. Je peux aller plus loin et même pour exister en tant que la plupart d'associations qui œuvrent dans ce domaine, généralement, ça bénéficie des fonds de l'étranger. Et même quand je regarde sur la scène nationale ou internationale, les grands écrivains qui ont fait leur nom congolais, quand vous regardez, vous voyez tout de suite que pour exister, ils ont besoin de maintenir le cordon à l'étranger. Quand je regarde, par exemple, Jean Bofan, quand je vois Sinzo, quand je vois Fiston Mwanza, sans l'étranger, ils n'existeraient pas comme ils existent aujourd'hui. Alors, la vraie question, elle est là. C'est une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire avec nos limites, vous l'avez souligné ici, nos difficultés financières? Il y en a beaucoup. Parce que la production du livre, ça demande des gros moyens, des gros investissements. Et quand nous regardons notre scène locale ici, on n'a même pas de mécènes, vous l'avez dit, vous êtes jaloux des musiciens. Les musiciens sont eux aussi jaloux des footballeurs parce qu'ils disent que pour exister, il faut être footballeur. C'est R.J. Kanyera qui chante cette chanson. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte tel que il n'y a pas de moyens. Vous regardez le gouvernement, le budget alloué à la culture, je crois que c'est moins de 2%. En RDC, nous sommes entre 80 et 100 millions d'habitants. Au-delà de ça, il n'y a aucune politique culturelle digne de non. Vous sentez, moi j'ai discuté avec beaucoup de responsables, vous sentez qu'il n'y a pas de plan, il n'y a même pas de vision. Comment est-ce que vous pensez que c'est possible dans cet écosystème-là, avec toutes ces difficultés, toutes ces peines, ce manque de moyens? Parce que je vous dis que même pour votre revue, vous en avez plus d'expérience que moi, vous avez vu les difficultés auxquelles vous avez dû faire face. À un moment donné, facilement on peut lâcher. Alors comment continuer, comment arriver à persévérer malgré toutes ces difficultés dans notre écosystème ici avec les peines et tout ça? Merci. Je voudrais... tu peux m'aider? Le chauffeur qui est là, il a les livres. S'il peut te donner tous les livres qui sont là. Oui, pour la revue, on a abandonné à peu près 4 fois. C'était prévu qu'ils sortent en 2020 déjà. Donc, c'est très difficile, c'est vrai. Mais c'est possible. C'est possible. Déjà, il faut avoir... Je pense qu'il faut mélanger deux choses. Il faut avoir du réalisme et de l'ambition. En même temps. Parce que si l'une de ces choses manque, ça ne peut pas avancer. Le réalisme, c'est de dire, dans la position dans laquelle je suis, quels sont les moyens dont je peux disposer. Et par rapport à ces moyens, qu'est-ce que je peux atteindre? L'ambition, c'est de ne jamais, autant que possible, jamais sacrifier l'excellence et la qualité. Jamais. On ne sortira jamais de notre, on va dire, sous-développement culturel en sacrifiant la qualité. Jamais. Alors, vu comme ça, c'est presque inconciliable, mais c'est possible. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour notre maison d'édition, est-ce que, en ayant cette qualité-là, en éditant à l'étranger, à des tirages, parce que l'autre problème de des éditions ici, ce sont les tirages. Voilà. Notre problème, ce sont les tirages. Voilà. Donc, si tu fais un livre et que tu fais 100 exemplaires,
Si tu vends bien, il est vite fini. Après, il faut pouvoir... donc, bref, pour tout ça, alors, personnellement, moi, le choix que je fais, mais je peux comprendre qu'on fasse d'autres choix, c'est d'avoir des livres bien faits, de qualité, mais on ne pourra pas avoir 10 titres par an. On ne pourra pas, c'est pas possible. Alors, en sacrifiant le nombre de titres qu'on pourra avoir par an, on les concentre sur quelques-uns, et puis on a de la qualité, on a de trucs avec moins de titres. Voilà. Nous sommes donnés pour devoir de ne jamais faire des tirages en dessous de 500. C'est un bon exemplaire. Alors, par exemple, la revue, elle est tirée à 1000 exemplaires. Elle est tirée à 1000 exemplaires. Non, mais il faut déjà se dire une chose. Alors, il y a une illusion qu'il faut enlever. C'est que la littérature est une affaire de minorité. Partout dans le monde. La littérature, ça n'a jamais été... En fait, la période de l'histoire de l'humanité où la littérature a été quelque chose de... Je dis la littérature comme livre écrite a été quelque chose de populaire. C'est une exception bourgeoise occidentale pendant quelques dizaines d'années. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé ça a été rendu possible par beaucoup de choses, par une conjonction des choses... les congés payés, l'amélioration du niveau de... Donc voilà, c'est difficile de retrouver dans l'histoire la conjonction de toutes ces choses-là. Donc il ne faut pas être découragé par le fait que sur les 80 millions, on peut atteindre peut-être que 100 000 ou 200 000 personnes. Voilà. Non, donc, je voulais peut-être ajouter un petit point, parce que vous êtes sur la voie de me donner la réponse que j'attendais. Parce que moi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que puisqu'aujourd'hui, la RDC, couverture d'Internet, nous sommes entre 12 et 15%. D'accord? Est-ce que, je sais que 12 et 15%, c'est rien par rapport à la masse de la population dans la vraie vie. Mais est-ce que ce n'est pas là le moment de peut-être se lancer sur des publications en ligne ou des livres consommables en ligne, parce que généralement les gens qui sont sur Internet, ils ont quand même une certaine petite bourse pour pouvoir s'offrir je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'il faut rester, parce que pour moi, voilà pourquoi j'ai dit, si on arrive seulement à faire 1000 exemplaires pour 80, 100 millions, peut-être qu'en ligne, on atteindrait sur les 15% de la population, on pourrait atteindre les 5% ou même 7%. Ça ferait quelque chose par rapport à la vraie vie déjà qui demande des moyens, des investissements pour aller atteindre cette population. Vous avez besoin des agents pour aller vendre tout ça. Parfois, c'est toujours pas évident. Maintenant, on a besoin d'un livre, eux, ils ont la voiture. Peut-être que se convertir au numérique pourrait être libre. C'était produit à Kinshasa dans les autres conditions, il serait proche de 100 $. On va à 20 $. Et le libraire, il a 15 $. Il a 5 $. Voilà. Le libraire, il a 5 $. Alors, comme c'est un livre collectif, les auteurs ne reçoivent pas c'est une revue, ils ne reçoivent pas de rémunération, mais ils ont droit à un exemplaire. Et ça fait quand même... une quarantaine de contributeurs. Donc c'est 40 exemplaires. Et puis il y a des exemplaires qu'on distribue. Donc voilà, donc là c'est par exemple 5 $. Mais s'il y avait un auteur, s'il avait insisté en livre, l'auteur sur le livre, sur le truc de 20 $, il recevrait, on va dire à peu près 2 $. Voilà. Donc pour pouvoir nourrir la famille avec ça, il faut vendre 10 000 exemplaires. C'est clair, mais ça, c'est pas un problème congolais. Dans le monde entier, on va dire, il y a peut-être 5% d'écrivains qui vivent de leur plume. Tout le reste, ils sont obligés de se débrouiller. Voilà. Mais on veut même avoir ces 5% là, quoi. Si on peut en vendre. Si je peux dire. Ouais. Ouais, moi, je voulais vraiment poser sur le fond.
Mais avant que je n'arrive là, je voulais vraiment revenir en ce qui concerne la ville de Lubumbashi. 1992, la guerre éclate à Lubumbashi, au Katanga. Il y a pillage des entreprises, principalement la Gécamine, parce qu'à l'époque, s'il y avait vraiment la culture, s'il y avait de la Gécamine qui avait beaucoup de fonds, la Gécamine, la SNCC. Et après, il y a pillage et ça n'existe plus rien. Les entreprises doivent maintenant s'efforcer pour renouveler et grandir. Et on ne finance plus les entreprises, on ne finance plus les compagnies, par exemple, les compagnies des théâtres, les auteurs et tout. Et c'est fini, ça n'existe plus. Il fallait maintenant se battre pour voir comment il faut convaincre les gens à pouvoir se concentrer encore à la littérature, à l'écriture ou à l'art ou à la scène et tout. Alors après, il y a quand même les efforts que les auteurs arrivent à fournir pour arriver. Si vous étiez Congo, vous étiez de Lubumbashi, après tout ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme fond à l'intérieur qui pourra non seulement attirer les gens, parce que ce qui est important, c'est d'abord le goût qu'on a, la passion qu'on a, parce qu'on ne veut pas avoir un public qui est seulement dans le domaine, mais on a besoin d'avoir d'autres gens qui peuvent venir écouter. Alors vous pensez que c'est le fond, à travers l'expérience que vous avez, par rapport aux auteurs louchois, aux auteurs du Katanga, au fond que vous proposez beaucoup aux auteurs de Kinshasa? En fait, le problème, il est presque le même, quoi. C'est que Kinshasa, Lubumbashi, il est presque le même. D'ailleurs, à certains moments de l'histoire, un peu grâce à Mobutu, mais ça c'est une autre histoire, Lubumbashi a souvent été, du point de vue littéraire, beaucoup plus dynamique que Kinshasa. Donc, c'est un peu notamment parce que quand Mobutu avait décidé de réduire l'université au silence en séparant les intelligences, en mettant les juristes à Kinshasa, les littéraires et les philosophes ici à Lubumbashi, certains scientifiques à Kisangani et tout ça. Voilà, donc la faculté de lettres de l'UNASA, comme on l'appelait à l'époque, était venue à Lubumbashi. Et donc il y a toujours eu une scène littéraire très active à Lubumbashi, et d'ailleurs souvent plus active qu'à Kinshasa. À certains moments en tout cas de l'histoire littéraire. Je pense qu'au moment où Moudimbe et Ngal nous font leur guerre, pas seulement de mots, ils sont arrivés au tribunal. Ils sont à Lubumbashi tous les deux, si je me souviens bien. Voilà. Non, déjà enseignants, je crois. C'était les années 70, c'était déjà enseignants. Alors donc, il y a des choses sur lesquelles bâtir, je crois. Et il faut toujours partir de là, de ce qu'il y a, et puis construire quelque chose. C'est comme ça que bien que je dis, par exemple, nous regrettons, moi personnellement je regrette, à Kinshasa, les deux plus grands événements littéraires sont organisés, l'un par Wallonie-Bruxelles, l'autre par l'Union européenne avec l'Institut français en tête de liste. Il y a donc c'est la grande rentrée littéraire de Kinshasa qui aura lieu d'ailleurs pour cette année, après le blanc Covid de l'année passée, qui aura lieu à la fin de ce mois à Kinshasa, et la fête du livre qui a lieu en février. L'année passée, en tout cas, il y a eu en février, et qui, j'espère, va revenir. Donc, il y a deux événements. On ne crache pas sur ces événements, on est bien content d'avoir quelque chose qui pense à nous, mais voilà, il faut aussi des initiatives locales, il faut un soutien du gouvernement et tout ça. Mais dans la liste des choses qu'il faut faire, moi, j'ai l'habitude de séparer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Voilà. Le gouvernement doit faire ceci, tout ça. Il faut faire la pression pour qu'il fasse quelque chose. Mais puis il y a des choses qui dépendent de moi, que nous pouvons faire. Même si ce n'est pas vraiment notre travail. Nous sommes obligés de le faire. C'est-à-dire participer à la formation des tout jeunes. À la littérature, s'associer avec des écoles, organiser des activités de littérature, parce que l'éducation à la lecture, l'éducation à l'art de manière générale, à l'esthétique et à la culture, ça forme à la fois les futurs consommateurs des biens culturels et les futurs producteurs des biens culturels. Parce que si on n'a pas les deux, ça ne sert à rien.
C'est-à-dire, si on n'a pas les futurs lecteurs, ça ne servira à rien que des gens écrivent dans l'avenir. Donc il faut faire ces choses-là, il faut faire des ateliers, il faut créer des maisons d'édition avec des objectifs clairs et tout ça. Donc il faut être proactif. Pour notre part, et quand je viens à Lubumbashi, je dis pas, enfin je vais parler de Écrivains du Congo, qui est l'association qui est née avec l'ambition de réunir les écrivains du Congo, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger. Et donc dès le départ, quand on a eu cette idée avec d'autres amis, on s'est dit que c'est important que parmi les membres fondateurs déjà, nous puissions avoir des gens qui sont à Kinshasa, en dehors de Kinshasa, en dehors du Congo. Donc c'est comme ça que nous avons, parmi les membres fondateurs, des écrivains de Kinshasa, moi, Richard Ali, qui est le secrétaire général, voilà, Sinzo. De l'étranger, on a Blaise Ndala, on a Mwanza, par exemple, on a Nzaou Lembe, qui est en Belgique. Et de Lubumbashi aussi, on a quelques membres. On a notamment le prof Witz Moulongo, par exemple. Parce qu'on avait vraiment cette idée que une telle association ne peut pas avoir de sens si on continue à faire des choses en vase clos. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer à partir de là une vraie dynamique et des liaisons. Il y a des liens qui sont assez, des liens d'idées, je veux dire. Des idées que peut-être l'écrivain, même lui-même, quand il l'exprimait, il ne savait pas que Tout à son fait. texte aurait cette profondeur-là. Donc enfin, entre parenthèses, ce qu'on dit pour les écrivains, ça vaut plus ou moins sur nos musiciens lorsqu'ils décident de chanter en français. Alors, moi, on me dit, ouais, mais il faut pas vous te moquer. Non, moi, je me moque de Ferré quand il chante en français. Parce que c'est ridicule. Pas parce qu'il ne connaît pas le français, c'est pas ça le problème. Parce qu'il se sent obligé de tenter de chanter le français comme un français. Comme un français. Il n'est pas lui. On sent tout de suite qu'il n'est pas lui. Parce que, déjà, même entre nous, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même bagage. L'aisance qu'un Koffi Olomide aura avec le français fait que quand il dit un mot, il chante en français, on ne sent pas que c'est quelque chose qui est extérieur à lui. À Lokwakanza et ceci. Lui, il devrait faire comme les Gaou. Même quand il chante en français, il chante comme tu vois. Donc c'est ça le problème. Et ça, on l'a même avec nos humoristes qui font du stand-up. Voilà. C'est pas pour rien que les humoristes les plus populaires, ça reste encore les vues de loin, les Aïda. Ce sont des gens qui sont eux. Non, pas vulgaires, il ne faut pas dire ce mot-là. Ils sont restés eux. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. On pense que le Lingala, c'est vulgaire. Ou le Swahili, c'est vulgaire. Comment tu dis fesse en Swahili? Mataku. Voilà. Et en Lingala, on dit Masoko. Je peux dire fesse 3 fois dans un discours de 20 minutes, ça va passer. Si je dis fesse, ça va passer. Dès que je dis Masoko, les gens disent ouais, mais ça c'est vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est Lingala, c'est pas vulgaire. Donc voilà, on a grandi on a été dans des écoles où parler les langues locales était puni. On ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on a fait aux gens. On a détruit les gens de l'extérieur. C'était puni de parler le Lingala, de parler le Swahili, le Chiluba dans les écoles. C'est ça aussi que... C'est extrêmement grave. En avant, mais j'ai dit tout. On dit les Congolais, c'est pas, au niveau du français, c'est pas le top. Mais j'ai dit d'un autre côté, tous les Congolais, ils sont polyglottes. Absolument. Voilà. Quand j'entends des militaires, j'ai lu ça, quelqu'un qui expliquait qu'il mangeait à côté de militaires, et les militaires passaient du Lingala au Swahili, au français, à tout. En général. Demandez à un Belge de parler l'anglais, le flamand, le wallon. Alors, mais voilà, mais vraiment, il y a ça. Il y a donc le problème, c'est que généralement, on dit, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même dans le monde littéraire. C'est un peu du snobisme. Non, moi, j'écris pas, je m'occupe pas du lecteur, j'écris pour moi-même. C'est des bêtises, hein, on va se dire la vérité. Personne n'écrit pour soi-même. Enfin, si tu écris pour soi-même, dès le moment où
t'effleure l'idée de pouvoir partager tes écrits, tu n'écris plus pour toi-même. Tu penses forcément à ton lecteur. Et il faut qu'on soit un peu plus sérieux en passant à nos lecteurs. Rassure-toi s'il y a des choses à expliquer. Si ton éditeur... Et c'est ça l'avantage, par exemple, de l'édition, des co-éditions. Ça veut dire si j'ai un éditeur congolais, il sait qu'il édite pour les Quinois, voilà, il va pas expliquer Kouzou. Bon, mais déjà, si mon livre doit sortir de Kinshasa, il sait que là, il faut peut-être... C'est pas sûr qu'à Kisangani, on sache exactement ce que ça veut dire. Donc, il y a ce travail intelligent. C'est pour ça qu'il faut des maisons d'édition. On parle des fautes. Mais moi, j'ai parlé avec un aîné qui a connu Sonny Laboutansi. Il dit, les premières épreuves de Sonny Laboutansi, c'était affreux. Il y avait des fautes de construction, de trucs et tout. Il y avait un vrai travail que l'éditeur faisait, mais c'était la catastrophe, il se battait. Donc bref, voilà, il y a vraiment, c'est important qu'il puisse avoir des éditeurs. Parce que l'éditeur, quelque part, c'est vrai qu'il y a des problèmes de formation, mais même dans le monde idéal, quand on écrit, on ne fait pas toujours attention. Je vois, j'ai encore vu aujourd'hui, on discutait dans un groupe avec un ami, un jeune écrivain et tout ça. Je dis, ah, tu as mis l'imparfait là-bas, pourquoi? Et là, tu sens qu'il n'a pas envie de répondre à cette question. Il a commencé par me dire, ouais, c'est parce que celui dont je parle est décédé. Oui, mais tu dis que X était ton artiste préféré. Donc, il n'est plus. C'est pas parce qu'il est mort qu'il n'est plus. Qu'est-ce que tu veux? Donc, tu vois, par exemple, un détail comme ça, on a besoin parfois d'un regard extérieur avant que ça soit publié. On ne l'a pas toujours. Donc, c'est important de penser à ça. De tout temps, en fait. De tout temps, par rapport aux fautes et tout ça. Je crois que tous les écrivains se font corriger d'une manière. Oui. Et d'ailleurs, entre l'éditeur et l'écrivain, il y a toujours eu... Alors nous, par exemple, pour la maison d'édition, s'il y a un domaine où on ne veut pas du tout de bénévoles, c'est pour la correction. Parce que la correction, c'est un vrai travail. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ça bénévolement. Quand on lit pour corriger, ce n'est pas la même chose. La dimension plaisir, elle diminue de moins 50%. C'est un boulot. Et ça, tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ça volontairement. Nous payons les correcteurs. En plus, bon, nous sommes bénévoles. Pour ça, nous, on a veillé 3 fois tout le long parce que ça va chez les correcteurs, ça revient. On corrige le correcteur et lui, il se défend. Et puis voilà. Donc, on a dû faire 3 veillées parce qu'on fait autre chose dans la vie. Et donc, il n'y a que la nuit où on peut vraiment nous réunir et tout ça. Mais c'est un travail que l'éditeur va faire. Mais malgré ça, j'ai quand même trouvé 2-3 fautes. Donc, du coup, pour vous dire à quel point c'est compliqué. Je parle de coquille. Voilà. Et Mais après... Avec une coquille, c'est toujours une histoire de cul. Parce que si vous tirez le cul, ça part en couille. Permettez-moi de faire un peu non, pardon, une minute, je voudrais... Parce qu'il est parti. Oui, il est parti. Oui, mais je voudrais quand même répondre à sa question parce qu'il a parlé du numérique. Il y a une illusion autour du numérique. Quand même, on a pensé un peu comme on avait pensé que la télé allait faire tuer la radio ou qu'Internet allait tuer la télé. J'ai l'impression que les technologies s'adaptent et tout ça, quoi. Le livre, le numérique ne va pas tuer le livre, on ne croit pas tout de suite. Il va forcément le changer. Mais c'est un processus qui est encore très lent. Les éditeurs ont très vite fait le pari du livre numérique. Ça ne marche pas encore. C'est encore très limité. Donc du coup, le livre, on a encore besoin de livres en papier. Alors petit à petit, on va essayer, on va faire... on va mixer les 2 options, surtout pour la circulation internationale du livre. C'est toujours plus facile le numérique que le livre papier. Mais voilà, donc il faut être intelligent quand même dans l'approche Par contre, les réseaux sociaux et tout ça, c'est très important. Moi, c'est 100% de promotion sur les réseaux sociaux.
Voilà, donc parfois je suis devenu... On me pousse parfois, ouais, on fait quand même un petit spot à la télé. Je dis, quelle télé? J'en ai rien à foutre. Oui. Et après, l'ampoule, hein, mais cela n'a pas empêché que la bougie continue toujours à exister. Voilà, donc les rôles sont différents et tout ça. La bougie date de l'époque des cavernes, mais voilà. Elle est toujours là. Voilà, il y a encore un rapport au livre. Ça va peut-être disparaître petit à petit. Un peu comme le synthé n'a pas tué le piano. Voilà, donc ça va peut-être disparaître petit à petit, mais pour le moment, on a encore besoin du livre. Et il y a quelque chose, il y a des études qui ont été faites. La lecture sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les mêmes, processus cognitifs que la lecture sur le papier. Donc en gros, on apprend moins lorsqu'on lit sur les réseaux sociaux que sur le papier. Parce que par exemple, on a tendance à lire plus vite et tout ça, et puis à lire des petits extraits. C'est pas pour rien que Facebook vous dit, il y a un carré là, si tu veux mon dessin, tu as un nombre de trucs limités, parce qu'il sait que quand tu écris beaucoup, tu vas intéresser moins de gens. Mais les réseaux sociaux, il y a Patrice Ngolo ici qui fait des histoires, qui les a publiées. Il a arrêté, il travaille au gouvernorat, je crois. Pendant un an, son premier livre, il l'a publié en morceaux. Et les gens attendaient la suite, hein, tous les jours, les gens. Et c'était bien montré. Ben, c'est l'origine du roman. Enfin, le roman moderne est né comme ça au 19e siècle dans les journaux. Tous les romans du 19e siècle qu'on apprécie, Victor Hugo français, en tout cas Victor Hugo, Alexandre Dumas, donc Monte Cristo, tout ça, c'est des trucs qui paraissaient dans les dernières pages des journaux. C'était par feuilleton. Donc oui, donc il y a des choses à explorer avec les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut faire des choses. Mais en tout cas, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un formidable outil de marketing. Et pour un secteur qui n'a pas beaucoup de moyens, comme la littérature, c'est vraiment du pain béni, quoi. C'est vraiment du pain béni. Je réagis un peu sur l'impact sur le développement de la culture en RDC. Il y a une proposition faite par Mira, qui est aussi très actif dans le monde culturel, et une proposition à laquelle vous avez réagi aussi. Elle dit, et si on ouvrait un centre culturel congolais, un centre qui sera important sur tout ce qui est culturel et art congolais, qui sera déployé dans d'autres pays comme l'Institut français par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs centres culturels, mais si on se mettait ensemble pour les faire qu'un. Et vous allez réagir pour dire que faire des centres culturels à l'étranger, ok. Mais faire un centre culturel congolais en RDC n'a conceptuellement aucun sens. Le centralisme en matière de culture n'est pas profitable. Il faut plutôt multiplier les initiatives et avoir un résultat et une synergie. Je voudrais que vous puissiez un peu nous expliciter. Oui, donc pour ça, c'est vrai, la discussion était partie. D'ailleurs, elle a modifié son texte de départ, parce que dans son texte de départ, il disait pourquoi on ne créerait pas un centre culturel congolais. J'ai dit conceptuellement, ça n'a pas de sens. Ça part encore du fait que nous sommes formatés. En fait, il y a un centre culturel français chez nous, il y a un centre culturel belge, il y a un centre culturel américain, donc il faut un centre culturel congolais. Chez nous, ça n'a aucun sens, parce qu'en France, il n'y a pas de centre culturel français. Il y a des lieux de culture, il y a des trucs qui sont français parce que c'est en France. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et donc le syncrétisme qu'on voit dans un centre culturel français, par exemple, qui nous présente un pack de la culture française, c'est parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils le font. Donc oui, bien sûr qu'il faut des centres culturels congolais à l'étranger, bien sûr. Mais il faut déjà une politique culturelle. Voilà. Encore une fois, moi, personnellement, c'est comme pour le moment... C'est vrai, je pense beaucoup à comment je vais vendre à l'étranger. Mais mon gros souci, c'est comment vendre à Kindu. Voilà. Vendre en Belgique, c'est bof. Si j'y parviens, c'est bien. Mais je veux vendre à Kindu. Voilà, donc donnons les moyens pour qu'il y ait des lieux de culture, de centres culturels ici. On n'a pas besoin de les appeler Congolais, ça n'a aucun sens. Justement, il y avait que les Congolais enlevés. Oui, voilà, on doit en avoir beaucoup. Et on doit avoir des synergies de ces centres, pas
pas un ministère, parce qu'ici on est capable de créer un ministère des centres culturels. Dès que ça devient intéressant... Il y a un ministère de la culture qui existe. Oui, il y a un ministère de la culture. Qui te taxe parce que tu as fait un logo. Voilà, moi par exemple, mon gros panneau là, j'écris truc, Miesi, on me dit ouais, mais il faut payer. Il faut payer le... Voilà. Et dès que j'ai ouvert, j'ai eu la DGI qui est venue, et ils avaient raison, hein, en tant qu'ASBL, je dois obtenir un numéro d'impôt. Même si je suis exempté de la plupart des impôts, je dois avoir un numéro d'impôt. Ils ont raison. Et du coup, comme les maçons, ils ne construisent jamais bien sa propre maison, bien que je suis avocat, j'avais complètement oublié d'en avoir. Et donc, ils ont débarqué. Ils ont oralement dit, ouais, mais vous devez avoir un impôt, mais faites-nous la description de ce que vous faites ici et tout ça. On leur dit, voilà, nous, on fait des trucs qui ne donnent pas lieu à être imposés parce que c'est une SBL. Et puis, on n'a pas de travailleurs. Tout le monde ici est bénévole. Et tout ça. Non, c'est pas possible. Vous devez faire... Alors, on lui dit, oui, mais on demande, alors, vous dites qu'il faut donner-nous le numéro d'impôt. Ouais, je veux venir et tout. Mais comme il avait été déçu parce qu'on n'avait pas, il est parti. Et un jour, ils ont débarqué, ils ont scellé. Ils ont scellé en disant, vous n'avez pas fait de déclaration. On est allé, on dit, ouais, mais vous devriez... J'ai dit, oui, je suis avocat, je sais, il faut faire une déclaration. On ne l'a pas fait, c'est une faute. Voilà, amende, ceci. Ok, on paye l'amende, d'accord. On paye l'amende. Et puis, dès que je rentre, je leur dis, écrivez une lettre pour demander le numéro d'impôt. Parce qu'à la base, c'est gratuit en plus. Alors, donc, on demande le numéro d'impôt. 2 semaines après, il y a un agent qui m'appelle et dit, oui, mais vous n'avez toujours pas de numéro d'impôt. Je dis, c'est vrai, mais on a demandé. Oui, mais il faut donner quelque chose et tout ça. Je dis, non, je ne donne rien. J'ai payé une amende parce que je n'avais pas demandé. Maintenant que j'ai demandé, vous devez me donner ça gratuitement. Oui, mais d'ailleurs, vous avez des travailleurs, donc vous devez payer, parce que l'un des rares impôts que doit payer une ASBL, c'est l'impôt sur la rémunération, s'il emploie des gens. Je dis, non, on n'a pas de travailleurs. Ouais, mais ce sont des gens qui viennent là du matin. Je dis, non, ce sont des étudiants, ils font autre chose, et puis ils sont là. Quand ils peuvent, on s'organise, et tout ça, on fait des permanences. Non, mais vous devez payer quelque chose. J'ai dû le menacer, j'ai dit, écoute, mon gars, tu vois, j'étais venu gentiment ce jour-là. Peut-être que parce que j'étais venu gentil, vous n'avez pas retenu un truc. Je vous ai dit que je suis avocat, donc il ne faut pas me casser les côtes. Ces jours-là, j'étais très humble parce que j'avais tort. Aujourd'hui, j'ai raison. Et je l'ai trompé en disant, je t'enregistre. Donc je vais te faire arrêter si tu continues. Et du coup, c'est fini, on a eu la paix. Donc, on devait avoir le soutien des autorités. On n'a pas le soutien des autorités. Au contraire. Le numéro d'impôt, parce que normalement, il faut faire aussi il faut le bilan à chaque... Oui, bien sûr. Il faut normalement il faut déclarer. Il faut faire une déclaration des sommes perçues des tiers. Voilà, pour qu'on puisse surveiller quand même votre flux financier et qu'on puisse détecter s'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière tout ça. Ça, c'est vrai, il y a des obligations. Mais on est quand même dans un secteur culturel où il n'y a que des obligations. Alors que c'est un secteur qui, nulle part, ne peut survivre sans subvention. Vous pouvez voir les films qu'on voit, même les grandes maisons de production américaines, aucun film n'est produit par un... Voilà, c'est toujours... Et puis il y a toujours... Chez les Français, vous allez voir, soutenu par le Centre national du cinéma, ceci. On a besoin c'est un secteur où on a besoin vraiment que l'État soit avec nous. Mais comme je disais, moi, personnellement, je considère que j'ai passé 10 ans sur Facebook à me plaindre. À un moment donné, j'ai dit, bon, j'arrête pas. Hein, j'adore me plaindre, je ne vais pas arrêter. J'adore râler. J'arrête pas, mais je vois aussi ce que je peux faire, même si ce n'est pas mon travail du tout. Voilà, je vois ce que je peux faire.
qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, on a un peu de moyens, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a quand même moyen de vendre... écoutez, à Kinshasa, il y a à peu près 10 millions de personnes. Ceux qui aiment lire, pour le moment, ils sont peut-être... prenons qu'ils soient seulement 50 000. S'ils sont seulement 50 000, dans un premier temps, ça veut dire que sur la ville de Kinshasa, s'ils sont 50 000 et qu'il y a 20 000 seulement qui ont les moyens de payer des livres, ça veut dire que je peux vendre à 20 000 personnes. Et si je peux vendre à 20 000 personnes, il y en a qui vont aimer, il n'y en a pas aimé, ça veut dire que chaque livre, je peux le vendre à 5 000 personnes. Et tous ceux qui savent, qui connaissent un peu le domaine de l'édition, ils savent qu'un tirage de 5 000, si tu peux le vendre en 2 ans, ça te permet de vivre. Enfin, de faire exister la maison d'édition. Donc, voilà, donc il faut... Alors, mais malheureusement, nous, on ne peut pas aller à la banque, ici, et dire, prêtez-moi de l'argent, je vais ouvrir une maison d'édition. C'est pas possible. Mais par contre, si il y a une affaire d'édition qui marche économiquement, une seule, en ce moment-là, ça va créer le cercle vertueux, en fait. Donc là, il faut créer des cercles vertueux en tout. Voilà. On a encore des problèmes de formation. Ce n'est pas possible de résoudre ça dans toutes les écoles. Mais si les associations telles que vous en avez ici, pouvaient travailler avec 1 ou 2 écoles pilotes, commencer vraiment à verser de la littérature, à verser de la culture, si demain il y a un seul enfant qui sort de cette école, qui gagne un prix international et qui dit « moi c'est grâce à ça que je suis arrivé là », ça crée... En fait, comme il y a le marasme, comme on l'a dit, donc il faut créer des cercles vertueux. C'est le bien qui doit créer le bien. C'est le dossier qui est envoyé, hein. Il y a une opportunité pour 2023, hein. Le concours panafricain de littérature pour les jeunes filles. Tout à fait, ouais. La présidente a dit que le responsable de la LDC, maintenant il faut une finaliste sur le pays. Donc il faut organiser ça dans les provinces, mais il faut que je trouve les fonds pour moi aller dans les provinces voir les choses, ou alors je dis à chaque province, faites organiser votre concours et des finalistes, on se retrouve à Kinshasa pour une 24 finalistes à Kinshasa, on trouvera bien les fonds. Voilà. Mais ça veut dire qu'après il y a un concours qui se fait au Bénin et parce que si j'ai vécu la première édition en 2017, c'était juste uniquement le Bénin. J'ai été épaté de la qualité des candidats. Hein. On leur posait des questions sur Amélie Nothomb. Hein. Oui, ça veut dire que nous sommes tous en Afrique, mais au Congo, sur le plan culturel, on est un peu plus en Afrique que les autres pays. Si l'Afrique est perçue comme quelque chose de pas évolué, où il n'y a pas le progrès et tout ça, nous sommes un peu plus en retard que les autres pays africains. C'est parce que, voilà, il n'y a vraiment pas il n'y a pas ce fond-là, il n'y a pas de politique culturelle. Il a dit des choses intéressantes sur la politique culturelle à l'époque de Mobutu. En fait, Mobutu a utilisé les outils d'une politique culturelle, mais pour faire une politique anticulturelle. Mais il a vraiment utilisé les outils, même le langage, même la propagande, parce que le recours à l'authenticité, c'est merveilleux au niveau du concept. Mais ça a été utilisé dans une vision de propagande. Voilà, parce qu'entre-temps, pendant qu'il prétendait soutenir la culture, il a laissé mourir ou il a tué des bibliothèques communales, municipales, il a démantelé les facultés de tout ça. Donc, il y avait quand même une politique qui visait à détruire le côté exubérant et liberté de la culture et de le tenir à l'œil et d'en faire un outil de propagande. C'est pas pour rien qu'entre les années 80, on va dire moitié mi-80, fin 80, jusqu'aux années 2000, du point de vue de la littérature, on a comme un trou noir. On a un trou noir. Alors qu'il y avait quelque chose qui commençait, qui était très dynamique dans les années 70,
Voilà, si vous lisez Zahir écrit, vous voyez ces jeunes qui ont fait de la poésie, c'était quelque chose qui promettait, mais après, Moudimbe est parti, Ngal est parti, tous ils sont partis. Voilà. Et, en substance, en fait, la MPR était contre la pensée. oui, La oui, pensée bien sûr. Unique. Alors, Oh, la pensée unique, c'est fondamentalement une absence de pensée. pensée exactement. Oui, donc, c'est pour voilà, ça que pas besoin de penser. il ne devait pas y avoir d'émergence. C'était volontaire. Il a décidé volontairement de tuer la culture, de tuer l'intelligentsia. Il a appauvri les universités pour que les profs dépendent de la politique. C'est ce qui est arrivé. Et ça, on en paye encore le prix aujourd'hui. Non, c'est gratuit. Pardon? Non, c'est gratuit. Oui, c'est un processus. Quand tu dis on en paye le prix. Oui. Bon, à l'université, c'est clair qu'on paye le prix. Alors, pour l'école secondaire et primaire, c'est gratuit, mais c'est pas gratos. Donc voilà. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, et c'est là, la culture, oui, c'est vrai, la culture, la base de la culture doit être plus ou moins gratuite. C'est comme ça qu'il doit avoir... Subvention. Voilà. Et comme on dit, c'est un lieu commun. Hein. La gratuité, ça n'existe pas. Donc, la gratuité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. Et pour la culture, pour ce truc, pour l'éducation, c'est quelqu'un d'autre. Si l'État veut que les gens accèdent gratuitement, c'est l'État qui doit payer. Et puis aussi utiliser les mécènes intelligemment, faire des subventions, faire des exonérations fiscales,